le genre des noms et l'accord des adjectifs en russe? Eh bien, ça commence par une excellente nouvelle. En russe, on n'a pas beaucoup de problèmes pour voir le genre d'un nom. Il suffit de regarder le nom au nominatif singulier. Ah, j'ai dit un gros mot. Nominatif. C'est le cas qu'on utilise pour nommer les choses, ce qui veut dire que c'est la forme de base du nom, celle qu'on trouve dans le dictionnaire. Or, en russe, les noms se déclinent, c'est-à-dire que la partie finale du mot va changer selon la fonction de ce mot dans la phrase. Eh bien, pour reconnaître le genre d'un nom, notre première tâche est donc de repérer quelle est cette partie finale du mot qui va changer. Comment est-elle au nominatif singulier? Est-ce que le mot se termine par une consonne, par la voyelle A ou par la voyelle O? Ces trois terminaisons, on les voit très bien quand on regarde les trois pronoms personnels de troisième personne du singulier. On, она, оно. Eh bien, c'est la clé de tout. Cela nous donne les trois terminaisons typiques des trois genres du russe, le masculin, le féminin et le neutre. La caractéristique du masculin, c'est que le mot se termine par une consonne. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce qui est important ici, ce n'est pas la consonne, c'est qu'il n'y a pas de voyelle après la consonne. La caractéristique du féminin, c'est une voyelle A après la dernière consonne du mot. On retient que la voyelle A est la terminaison typique du féminin. Et la caractéristique du neutre, eh bien c'est une voyelle O après la dernière consonne du mot. Et on retient que la voyelle O est la terminaison typique du neutre. Ok, mais c'est quoi ce genre neutre? On n'a pas ça en français. Non, c'est vrai, on n'a pas ça. Et il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas, qui est un critère très important en russe, c'est la distinction entre un nom animé et un nom inanimé. C'est assez simple en fait. Les noms animés sont tous les mots qui nomment les êtres du règne animal, ce qui veut dire tous les animaux et les humains dans le tas des animaux. Les noms inanimés, eux, ce sont tous les autres mots en fait. Là-dedans, il y a les mots qui nomment les idées abstraites. Il y a évidemment tous les mots qui nomment des objets et aussi les choses naturelles, inanimées comme les mots terre, montagne, rocher et aussi les noms de plantes. Alors là, on ne va pas philosopher pour savoir si les plantes sont vivantes ou pas vivantes, car ici, on est dans le domaine de catégories grammaticales, ok? Pas de la philo ni des sciences naturelles. Et le critère de la grammaire ici, ce n'est pas être vivant, ne pas être vivant. C'est plutôt règne animal pour les noms animés et tout le reste pour les inanimés. Et c'est une catégorie grammaticale très importante. On la voit très bien dans le fonctionnement des pronoms interrogatifs kto et что, qui ne correspondent pas exactement au qui et au quoi français. Et la grosse différence, c'est à propos des animaux. En français, en voyant un animal, on pose la question « quoi ?» Qu'est-ce que c'est comme animal? En russe, devant un animal, on ne dit pas « quoi ?» On dit « кто ?» Qui est-ce? Et cette distinction entre kto et что est très importante dans toute la grammaire russe. On va la retrouver dans la déclinaison des noms. Par exemple, à l'accusatif pluriel, les animés n'ont pas la même déclinaison que les inanimés. Alors, animé, inanimé, dans les grammaires, on appelle ça souvent un sous-genre. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un sur-genre. Quelque chose qui appartient au mot avant son genre. En russe, un mot, il est d'abord inanimé ou animé. Что ou kto. Et ensuite, au singulier, on va faire attention à son genre. Alors, revenons à notre genre neutre et au lien qu'il pourrait y avoir entre ces catégories grammaticales de animé, inanimé et le genre des noms. Les méthodes de russe disent souvent que le genre neutre, c'est celui des noms inanimés. C'est le lien qu'on fait habituellement, et c'est vrai d'ailleurs. Car dans le genre neutre, il n'y a que des noms inanimés. On ne trouvera pas de noms neutres animés, donc des noms d'animaux et d'humains. En effet, c'est une règle quasi absolue. Allez, il y a une exception, mais une seule. Et comme vous voyez, ce n'est pas un mot utilisé quand on est débutant. Bien, donc il y a un lien entre neutre et inanimé. Mais attention, si on s'arrête là, si vous n'entendez que ça, votre cerveau se met à chercher la logique de l'ensemble des genres en russe. Et partant du fait que les noms neutres sont inanimés, il va peut-être faire le lien inverse et se dire que tous les noms inanimés sont neutres, comme en anglais.
Eh bien non. Un nom inanimé peut être masculin, féminin ou neutre. Par contre, un nom de personne ou d'animal, donc un nom animé qui répond à la question kto, peut être seulement féminin ou masculin. Donc, en fin de compte, les catégories animé-inanimé englobent les trois genres. Alors, une particularité des genres en russe dont je veux absolument vous parler, c'est que les genres disparaissent au pluriel. On le voit très bien avec les pronoms personnels. On a vu qu'au singulier, il et elle, ça se disait on, ana, ano. Eh bien, au pluriel, pas de ils et de elles, un seul pronom personnel au pluriel, ani. Donc au pluriel, la distinction animé-inanimé existe toujours, mais plus celle des genres. D'ailleurs, dans la déclinaison, on a aussi une seule déclinaison au pluriel pour tous les noms et une seule pour tous les adjectifs. Donc on retient bien ça. Les notions de masculin pluriel, féminin pluriel, ni neutre pluriel, ça n'existe pas en russe. Ça vous étonne? Pas étonnant. On oublie trop souvent de le dire. Et franchement, c'est dommage parce que ça simplifie quand même beaucoup la grammaire russe. Pour en avoir la preuve, allez donc faire un tour sur mon site et cherchez Atelier déclinaison russe. C'est là que je vous explique combien ça peut nous aider. En attendant, revenons aux genres tels qu'ils apparaissent au singulier. On a vu la règle simplifiée. Quand c'est terminé par une consonne, c'est un nom masculin. Par un A, c'est un nom féminin. Par un O, c'est un nom neutre. Et on a vu que ça marche pour les noms, mais aussi pour les pronoms personnels au singulier, on, ana, ano. Mais vous avez déjà sans doute rencontré des noms russes avec d'autres terminaisons, car effectivement, il y a d'autres orthographes possibles. Et pour comprendre ça, on va revenir à une particularité de l'alphabet cyrillique. Alors pour voir ça plus en détail, vous pouvez aller regarder ma vidéo Les voyelles russes, qui est un extrait de mon cours, l'alphabet russe en 5 étapes. C'est pour vous dire que c'est quelque chose dont habituellement on ne parle pas forcément aux débutants, mais moi je préfère en parler dès les premières étapes parce que ce serait vraiment dommage de réserver ça aux spécialistes. Ici je vous fais ça en résumé. En russe, il y a 5 sons voyelles, un peu comme en français, A, E, O, OU et I. Mais la particularité, c'est qu'il y a 10 lettres pour écrire ces sons. Et vous avez compris, 2 lettres pour chaque son. Donc quand on parle de A, on parle des 2 lettres A et Ya. Quand on parle de O, on parle de O et Yo. Et on parle même de 3 lettres possibles. Car il y a aussi le Yé. Un Yé peut être un Yo caché. Car le Yo, quand il n'est pas accentué, s'écrit et se prononce comme le Yé. Et donc, le Yé peut aussi être un équivalent du O. Et quand un mot se termine par une consonne, il faut comprendre qu'en fait, il ne se termine pas par la consonne, mais par un trou, un vide. Et pour écrire ce vide, ce manque de voyelles, eh bien, soit on écrit rien du tout, ce qui est quand même assez logique, soit on écrit un signe mot pour dire que la dernière consonne se prononce mouillée ou molle. Alors je ne peux pas vous parler ici des consonnes dures et mouillées, mais je vous mets les liens sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Revenons à notre règle des genres et regardons ce que cela donne pour les noms et les adjectifs. Et vous allez voir que c'est très logique. Au féminin, on trouve des A partout avec les 2 orthographes, soit la lettre A, soit la lettre Ya, comme par exemple à la fin des noms. Lampa, idieya. Et on trouve aussi ces 2 lettres pour accorder les adjectifs qu'on utilise avec ces noms. Par exemple à la fin des possessifs. Au féminin, il y a la lettre Ya pour Maya et Tvaya et un A pour Nache et Vache. Quant aux adjectifs qualificatifs, que l'on reconnaît à leur terminaison avec 2 lettres à la fin et non pas une seule comme dans les autres mots, eh bien, très logiquement, on va retrouver les 2 lettres typiques du genre féminin, à la fois le A et le Ya, dans la terminaison d'adjectif aya. Comme ici, dans l'adjectif lyubimaya. Alors, il existe aussi quelques adjectifs qu'on appelle de type mouillé, qui eux ont comme terminaison de ya, comme pasliednyaya. Mais la terminaison la plus courante, c'est aya. Et donc, écoutez, cela donne quelque chose de très harmonieux. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'accord de l'adjectif avec le nom.
C'est un peu comme un accord musical. Моя любимая лампа. Ваша последняя идея. Vous voyez, il y a une harmonie des sons entre eux. Les terminaisons s'accordent bien par leur sonorité. À nous d'y habituer nos oreilles. Je vous propose un petit exercice. Entraînez-vous à combiner ces exemples entre eux comme je viens de le faire. Mettez la vidéo en pause et allez-y. Ou si vous préférez, passons tout de suite au neutre. Donc au neutre, on trouvera partout les trois lettres O, Yé et Yo. À la fin des noms, on trouvera O, par exemple Akno. Yé après une consonne est plus rare. Il y a par exemple le mot More, la mer, qui est un mot neutre. Mais le plus souvent, on trouvera un Yé dans une terminaison IE, comme dans le mot упражнение. C'est une terminaison qui est très fréquente. Ces mots en IE sont très nombreux, mais ce sont des mots abstraits. C'est pourquoi on n'en rencontre pas beaucoup quand on débute le russe. Quant aux mots terminés par yo, eux, ils sont très rares. Comme exemple, j'ai trouvé le mot siryo. Il y en a quelques autres, mais ce ne sont pas des mots qu'on utilise quand on débute. Donc ces trois lettres, O, Yé et Yo, on les retrouve, devinez où? Eh bien, pour accorder les adjectifs qu'on utilisera avec ces noms. À la fin des possessifs, on a yo pour maillot et tvayo et la lettre yé pour nache, vache. Remarquez au passage qu'avec la lettre cha, on a le son et pas yé. On dit bien nache, vache et pas autre chose. Quant aux adjectifs qualificatifs, très logiquement, on retrouve les deux lettres les plus typiques du genre neutre, o et yé, et ça donne donc oye pour la majorité des adjectifs, comme любимое, et yeye pour les adjectifs de type mouillé, последнее. Et de nouveau, je vais vous proposer d'écouter comment ces terminaisons sonnent bien ensemble. Моё любимое упражнение. Твоё любимое окно. Ваше последнее упражнение. Alors, arrivé là, je vais vous expliquer ce que j'ai souligné. Cette partie du mot que j'ai souligné, c'est ce qu'on appelle la désinence. La partie finale du mot qui va changer quand on met un mot au pluriel, quand on l'accorde ou quand on le décline. Ce qui n'est pas souligné, c'est le radical du mot, ce qui ne change pas. Et là donc, on voit bien combien la désinence nous indique le genre des mots. Eh bien, voyons ce que cela donne maintenant au masculin. Comme les masculins n'ont pas de voyelle à la fin, on va dire que ça fonctionne un peu différemment. Donc, on voit bien une consonne à la fin des noms, n'importe quelle consonne. Et c'est pour nous le signe visuel que c'est un nom masculin. C'est pour ça que je l'ai mise en bleu. C'est la dernière lettre du radical du nom. Dans stol, c'est le L. Dans muzieï, c'est la lettre yod. Oui, parce que cette lettre à la fin, je sais bien qu'on l'appelle i-bref en russe, mais ce n'est pas du tout une voyelle, c'est une consonne qui fait le son y. Et donc cette lettre à la fin d'un mot, elle est bien typique du genre masculin. Et dans kalindari, c'est le R, suivi du signe mot pour une question de prononciation. Maintenant, regardons quelle est la partie du mot qui change, la désinence, comme je dis, qui va changer dans la déclinaison des noms. C'est bien ce qui est souligné. Avec stol, la désinence du pluriel et des différents cas de la déclinaison vont s'ajouter, se placer après la dernière consonne. Pour muzieï, comme pour tous les mots terminés par yod, cette lettre yod va être remplacée par une autre désinence. Dans kalindari, c'est le signe mot qui sera remplacé par une autre désinence. Alors à propos des noms terminés par un signe mou, vous voyez le message qui s'affiche en bas. Attention, les noms terminés par un signe mou ne sont pas tous masculins. On en reparle très vite. Mais d'abord, on va voir les adjectifs au masculin. Pour les possessifs, on retrouve notre consonne yod à la fin de moy, tvoy. Consonne yod qui est donc bien typique du genre masculin. Et pour nash, vache, on a simplement une consonne toute seule et rien derrière. Et regardez les variations de ces possessifs aux trois genres. Ça nous permet de comprendre comment fonctionne cette histoire de désinence.
Moj au masculin devient maya et mayo au féminin et au neutre. Le radical est bien moj formé de mo avec le son y derrière. Moj a une seule syllabe, donc le O est forcément accentué. Moj plus le A du féminin qui attire l'accent sur lui devient donc maya. Moj plus O du neutre devient mayo. Avec nash, nasha, nache, on voit comment la désinence A ou E s'ajoute au radical du mot qui est nash. Alors regardons maintenant les adjectifs qualificatifs. Et là, avec le masculin dont la marque typique c'est une consonne, il y a un petit souci parce qu'on ne peut pas mettre deux consonnes l'une à côté de l'autre à la fin. Une seule nous suffira pour dire que c'est du masculin. Et bien là encore, la marque du genre masculin, c'est le yod. Donc pour comprendre la logique des genres en russe, il faut bien avoir repéré que c'est une consonne, n'est-ce pas? Bon, mais il nous faut quand même bien deux lettres pour la désinence de l'adjectif qualificatif, d'accord? Et donc il y a une voyelle qui se rajoute. Une voyelle qui est un I dur au type dur, comme dans любимый, ou un I mouillé pour le type mouillé, последний. Alors j'ai rajouté ici большой. Pourquoi la voyelle est différente ici? Pourquoi un O à la place d'un I? C'est tout simplement parce que l'accent tonique est dessus. C'est quelque chose qui ne touche que les adjectifs masculins. Ça ne change rien à la déclinaison ni aux formes des autres genres. Au féminin, ce sera большая, au neutre большое. Donc, c'est uniquement au nominatif masculin qu'il y a une petite différence avec les autres adjectifs. On ne peut pas dire que cette voyelle I ou O soit très typique du masculin, mais ça fait partie de la désinence de l'adjectif masculin au nominatif. Et donc, ce sont bien ces deux lettres qui seront remplacées par d'autres dans la déclinaison. Et maintenant, nous faisons notre petit exercice pour bien nous mettre ces terminaisons dans l'oreille. Мой любимый музей. Ваш последний календарь. Наш большой стол. Alors revenons au fameux message sur les noms terminés par un signe mot. Ce sont les seuls noms qui vont nous poser un problème pour définir leur genre. Sur cette diapo, vous voyez toutes les règles existantes pour savoir si ces mots sont masculins ou féminins. Eh bien, je suis désolée, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de règles pour le savoir. Mais c'est déjà très intéressant de les connaître. Donc, sont masculins. Tous les noms de mois en général. Les 12 noms de mois sont masculins, donc ceux qui se terminent par un signe mou sont masculins aussi. Tous les noms terminés par les suffixes tiel ou are. Alors le suffixe tiel, il est très intéressant, très courant. Il signifie celui qui fait. Pisatiel est fait sur le verbe pisать, écrire. C'est celui qui écrit, c'est l'écrivain. Учитель sera donc celui qui enseigne. Et pour dire ça au féminin, on ajoutera un autre suffixe, nitsa. Et donc, une écrivaine, ce sera pisательница. Et une institutrice, une prof des écoles, учительница. Voilà pour les masculins. D'un autre côté, on peut définir si un nom, un signe mou est féminin seulement dans 3 cas. Le suffixe ost. Dans le cas où le nom se termine par une chuintante plus un signe mou, si un mot se termine par une chuintante et rien derrière, il est masculin. S'il y a un signe mot après la chuintante, c'est que le mot est féminin. Et enfin, la terminaison V signe mou. Mais ça touche un vraiment très petit nombre de mots. J'en ai fait une liste presque complète sur cette diapo. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Alors malheureusement, pour tous les autres noms terminés par un signe mot nominatif, il faudra apprendre le genre par cœur. Bon, par rapport aux personnes qui apprennent l'allemand, l'espagnol ou le français langue étrangère, c'est quand même pas grand-chose. Et puis, je vais vous donner un truc pour retenir facilement. C'est d'apprendre chaque nom avec un adjectif qui, lui, vous rappellera le genre facilement. Ainsi, Красная площадь, la place rouge. Площадь est bien un nom féminin. Et l'expression Золотая осень, pour parler des belles couleurs de l'automne, eh bien ce n'est pas le nom qui nous dit que automne est un mot féminin en russe, c'est l'adjectif qui va avec.
C'est la meilleure façon de retenir le genre de ces mots. Une dernière règle concernant le genre des noms. Un nom qui nomme un être humain de sexe masculin est obligatoirement du genre grammatical masculin. Et donc c'est le cas aussi de noms qui se terminent par un A, mais qui parlent d'un être humain de sexe masculin comme papa, dядя, дедушка, ou les diminutifs de prénoms masculins comme Sacha, Коля. Comme c'est logique, ce n'est pas très difficile à retenir, un peu plus compliqué quand même à l'usage avec des adjectifs. En effet, on a commencé à s'habituer à ce que un nom en A s'accorde avec des adjectifs en A, mais pas si c'est un nom masculin. On va choisir l'adjectif masculin correspondant bien à son genre. Et il faut donc s'habituer à dire мой любимый папа, наш любимый дедушка, твой любимый Саша. Il faut bien avouer que c'est une sacrée gymnastique mentale. Voilà, on a fait le tour des règles. Et alors, il n'y a pas d'exception? Allez, si, mais finalement, pas beaucoup. La première, la plus célèbre, c'est le café. Vous allez trouver partout que le mot кофе, qui se termine par un yé, est pourtant masculin et que le café noir, ça se dit чёрный кофе. Ça vient de l'histoire de ce nom qui a d'abord été importé en Russie sous la forme кофе. Il se terminait par un iode, il était donc masculin. Puis il a pris la forme кофе tout en gardant son genre masculin. Sauf que la logique de la langue a pris le dessus et que désormais beaucoup de Russes l'emploient comme un mot neutre, au point que cette forme a fini par être acceptée dans les grammaires russes. Donc maintenant, dites-vous que vous avez la liberté de dire чёрный кофе ou чёрное кофе. Autres exceptions que l'on rencontre assez vite quand on commence le russe, ce sont les noms en mia. C'est assez étonnant, mais les noms terminés par m, ya, ne sont jamais féminins. Il existe uniquement 10 mots avec cette terminaison et ils sont tous neutres. Il n'y en a que 3 qui sont relativement courants. Имя, le prénom, время, le temps et пламя, la flamme. Pour se rappeler qu'ils sont neutres, le mieux est de les apprendre tout de suite avec un adjectif, pour ne pas avoir l'envie de mettre un adjectif féminin. Моё имя, московское время, красное пламя. Quant à l'explication, elle est encore historique. Au départ, cette lettre n'était pas un ya, mais une lettre qui avait le son un peu comme dans le nom de ville française Agen. Et cela donne d'ailleurs à ces noms une déclinaison très particulière, comme on le voit dans ces deux expressions. Le nom d'un dessin animé, котенок по имени Гав, et l'expression pour dire qu'on n'a pas le temps, у меня нет времени. Bon, j'avais prévu de terminer cette vidéo en faisant avec vous un exercice d'accord des adjectifs avec les noms. Mais je trouve qu'elle est déjà bien longue. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous présenterai cet exercice en vous dévoilant la petite gymnastique mentale bien nécessaire pour ne jamais se tromper en employant les adjectifs en russe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu de sa parution. À bientôt!